Donc, autour de la table, Clément Aura, le prof d'économie. Salut Clément. Salut Stéphane. Professeur d'économie à la Sorbonne et à Sciences Po. Et Erwan Lenohan. Salut Erwan. Salut. Associé Altermind. Est-ce que Altermind est un client de... Est-ce que l'État est un client d'Altermind? Non, pas de collectivité publique chez nous. Par principe? Au départ, plutôt. Et après, on a suffisamment à faire aujourd'hui avec... On a une petite équipe, on a suffisamment à faire avec des clients qui sont des entreprises. Donc la question c'est pas reposée depuis qu'au départ, on est parti avec des entreprises privées. Mais effectivement, on s'est dit que travailler avec les collectivités publiques, c'était d'abord source de complexité administrative. Les dossiers d'appel d'offres sont généralement très volumineux. C'était potentiellement source d'ennuis médiatiques, parce que travailler pour l'État, c'est toujours... il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Et nos missions nous conduisent plutôt à travailler... Enfin, nous conduisent à travailler exclusivement avec des entreprises aujourd'hui. Bon, démarrons avec ça, là. Alors, question très ouverte. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Je le disais très rapidement. Donc, il se trouve que Mathieu Courtecuisse, patron de SIA Partners, l'une des belles histoires de croissance française sur ces cabinets de conseil. On en avait parlé ensemble il y a, je sais pas, 3 semaines, un mois. Mais bon, voilà, il nous expliquait d'ailleurs très simplement qu'il était assez fier, lui, de travailler pour l'État, assez fier de participer à la modernisation de l'appareil de l'État. Je crois que ni lui ni moi, en tout cas moi, on ne pensait pas que l'histoire allait prendre de telles proportions. Donc, je ne sais pas, question très ouverte, et puis après on ira dans quelques détails, mais comment est-ce que tu juges le truc? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 sujets. Il y a vraiment le sujet de la légalité et le sujet on va dire parfois de la moralité. Sur la légalité, je ne suis pas procureur, et de toute façon, à ma connaissance, le parquet n'a pas ouvert d'enquête, et a priori, il n'y a aucun problème. Ah non, il n'y a pas de problème légalité pénal. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Macron. Oui, mais dans la campagne, certains opposants essayent de sous-entendre qu'il y aurait un délit quelconque qui pourrait être commis. Mais a priori, c'est pas du tout le cas, et à mon avis, le gouvernement est très serein là-dessus. Et après, la question qui est peut-être plus intéressante, la question de fond, qui est: est-ce que l'État peut recourir à des cabinets de conseil? Moi, je suis pas du tout choqué par ça, sachant qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a quand même en cours une réforme de la haute fonction publique qui vise quand même à supprimer un certain nombre de corps d'inspection. Elle est passée en partie inaperçue, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur la suppression de l'ENA et sa transformation en un institut national du service public, mais il y a une suppression d'un certain nombre de corps d'inspection. C'est vrai dans l'éducation nationale, avec la suppression de l'inspection générale au 1er janvier 2023. C'est vrai de certains autres corps, la préfectorale et d'autres, qui ont déjà été supprimés. Et l'idée, c'est quand même de fluidifier la haute fonction publique, de la réduire également. Et c'est pas inopportun, dans ce cadre-là, de joindre des cabinets d'experts qui ont un regard extérieur. C'est quoi? Je suis pas au courant du tout de cette histoire-là. Ça m'intéresse. De la suppression des grands corps. Oui, des corps en particulier d'inspection. Oui. Mais dans le mot inspection, c'est pas du tout le même sens que celui que j'y mets moi, c'est-à-dire des gens qui inspectent ce que font les autres. Alors, dans chaque ministère, quasiment, il y a une inspection générale qui est en charge, non pas d'une mission de contrôle au sens strict, mais d'une mission de conseil. C'est comme l'inspection générale des finances, qu'on connaît plus de noms, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS pour le ministère des Solidarités et de la Santé, l'inspection générale de l'administration pour le ministère de l'Intérieur, l'IGN pour le ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, les recommandations sur la politique éducative, c'est l'inspection générale de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui les formule. Et ces corps-là sont progressivement supprimés. Déjà, un certain nombre ont été supprimés. Donc, ça ne veut pas dire que les postes disparaissent complètement. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de départ des fonctionnaires. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'emploi à vie de ces fonctionnaires qui pouvaient avant entrer dans ce corps et faire toute leur carrière en gravissant les échelons à l'ancienneté dans ces corps-là. Ça, ce n'est déjà plus possible pour un certain nombre d'inspections, et ce ne sera plus du tout possible normalement en 2023, et c'est remplacé par des emplois fonctionnels. Donc c'est le gouvernement qui nomme ces hauts fonctionnaires pour des durées déterminées. L'objectif est également de réduire le volume. Et c'est vrai, notamment, y compris donc pour la à un moment, par exemple, tu prends... y compris pour la préfectorale, par exemple. Tu prends Inspection Générale de l'Éducation Nationale, donc à un moment, tu dis, il faut repenser, j'en sais rien, l'enseignement des mathématiques, et donc tu vas prendre, effectivement, tu vas créer, en fait, un petit cabinet de conseil public, celui-là, avec un certain nombre de ces hauts fonctionnaires, pour trouver une solution. Exactement, et l'idée, c'est d'inciter quand même également à ce qui est à la fois une meilleure productivité et aussi une meilleure courroie de transmission entre le pouvoir politique et
la décision, parce que les inspections étant relativement puissantes, le principal problème, c'est que les inspections, quand vous êtes nommé à vie, peuvent bloquer un certain nombre de décisions. Et c'était vrai dans l'éducation nationale. À partir du moment où un inspecteur général est nommé à vie, qu'est-ce que peut bien faire le ministre si l'inspection générale n'applique pas la politique pour laquelle le gouvernement et le président, en l'occurrence, a été élu? T'as raison. Il y a un problème politique, je trouve, de la transmission de la décision publique qui se posait avec les inspections relativement puissantes dans un certain nombre de ministères. Et c'est vrai en particulier dans l'éducation nationale. Donc c'est vrai sur les universités, c'est vrai sur... C'est très intéressant, très intéressant. Hein, ouais, c'est ce que je dirais. Bon, voilà. Donc ça ne choque pas. Et juste une précision, on en avait parlé au moment du quoi qu'il en coûte, des récits quand même que j'ai eu moi assez précis, circonstanciés, de la façon dont Bruno Le Maire a dû tordre le bras de, alors pour le coup, l'inspection générale des finances qu'elle on connaît, pour qu'elle mette en place ce quoi qu'il en coûte qui était à l'inverse de tout ce que elle avait toujours fait depuis des décennies, et notamment cette fameuse phrase d'assumer l'effet d'aubaine. Oui. Donc, oui, tout à fait. Et c'est vrai du préfet qui ne peut plus commencer sa carrière de sous-préfet et être sûr d'être préfet jusqu'à la fin. La fonction de préfet existe toujours, mais c'est une nomination et plus un corps. Voilà. Très intéressant. Erwan? Bon, je vais rejoindre assez ce qu'a dit Clément. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a une polémique, puis un sujet de fond. La polémique, elle est double. Hein. Attends, reste sur le sujet de fond et puis après on ira sur la polémique. Alors, mais reste sur le sujet de fond. De à quoi ça sert un cabinet de conseil? Alors, il y a à quoi ça sert un cabinet de conseil, d'une part, et il y a eu pas mal de tribunes qui ont été publiées. Jean-Charles Simon, Olivier Babot ont signé quelques papiers dans les Échos pour l'expliquer. Et ils le disent très bien. Une administration comme une entreprise a des moments, des besoins ponctuels pour lesquels elle a besoin d'une mission de conseil. Et alors, à partir de là, il y a quand même un sujet de réforme de l'État et de management public, parce que tout ce qu'évoque Clément, ça pose la question du management public. Comment se fait-il qu'on ait pu voir se développer des inspections qui éventuellement sont des points de résistance plutôt que des points de conseil et d'aide dans les administrations? Comment se fait-il aussi qu'on ait une administration qui soit pléthorique aujourd'hui, et qu'on ait besoin de faire appel à des conseils externes? Forcément. Mais pas quand tu as les inspections, qui sont censées avoir ce rôle. Orange a des effectifs pléthoriques, t'as besoin d'un regard extérieur. C'est ton job. Non mais oui. T'as besoin d'un regard extérieur pour te transformer. Tu peux pas te transformer toi-même, c'est pas possible. Non mais ça, je suis d'accord. Je te dis pas qu'il faut aucun. Mon point n'est pas de dire qu'il faut aucun conseil externe. Mon point, c'est de dire c'est pas logique d'avoir à la fois du conseil externe et des administrations qui n'ont pas bougé. D'ailleurs, parce que les réformes, elles viennent d'être engagées. Les réformes, les gens, ils sont pas partis, ils sont encore en poste. Ils vont pas être, il y aura pas de nouveau recrutement. Il n'est pas normal d'avoir besoin à la fois de conseils externes et d'avoir aussi peu de transformation publique. Et donc là, moi, je pense que c'est là où il y a un vrai sujet de fond. Ça, mais qui n'a rien à voir avec la polémique actuelle, qui est une question de et au contraire, hein, je suis assez d'accord que le fait que les conseils externes peuvent aider à le résoudre, parce qu'en étant extérieurs, ils peuvent aider à comprendre, à déconstruire, à dégonfler, à déconstruire la machine qui a créé le problème, et apporter un regard extérieur. Mais là, mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la polémique qui prévaut, et uniquement la polémique. Mais elle est intéressante quand même, la polémique, parce que tiens, on va regarder. Tu citais Jean-Charles Simon, on va regarder, parce que c'est vrai qu'il vient nous voir régulièrement et il fait de cette histoire un de ses chevaux de bataille, et il a envoyé là un graphe qui est peut-être le plus intéressant finalement de tous. Donc, source Commission des finances, d'après les données de la Fédération européenne des associations de conseil en organisation, et Eurostat. Et en fait, la France, donc ce qui est intéressant, c'est achat de conseils rapporté aux dépenses de personnel, par exemple. Hein. La France, 0,27%, quand l'Autriche est à 1,37%, le Danemark, 1,47%, enfin voilà. Et sinon, montant des dépenses publiques en conseil, là, c'est du brut en milliards d'euros. Donc on est, nous, sur ce fameux 900 millions. Alors il y a 814 millions, en l'occurrence, sur le chiffre. Donc le Sénat dit c'est quasiment 1 milliard. Les Anglais sont à 2,5 milliards quand même. Bon, voilà. Les Allemands sont à 3,5 milliards. Enfin, on est vraiment, pour le coup, dans des niveaux comparables, voire inférieurs à ce que font les autres pays européens. Donc ça, c'est un point à noter. Pardon, on a là la conjonction on a une période électorale, hein, je pense que ça n'aura échappé à personne, et que ça n'est pas pour rien dans le fait que cette polémique éclate maintenant. Moi, je pense que
ça, et on a on a un cocktail parfait pour la polémique. Parce que ça rejoint la défiance vis-à-vis de l'État et la question de l'efficacité de l'État. On voit bien que c'est posé dans le débat, mal, mais c'est posé dans le débat. Ça rejoint. On a la revanche vis-à-vis de Macron, vis-à-vis du gouvernement. Tout le monde, il y a beaucoup qui se pressent. Je voyais des députés d'opposition qui font des tweets, sont des partis censés ne pas être populistes et qui font des tweets mais carrément populistes, en mode c'est la République des copains qui s'en met plein les poches. Enfin, oui, alors c'est ça, quand même complètement dingue. Pour préciser, parce que il se trouve que un certain nombre de consultants de McKinsey avaient accompagné Emmanuel Macron dans sa campagne électorale en 2017. Donc on dit que c'est un renvoi d'ascenseur, sachant que, et ça aussi juste je le précise, c'est juste pour vous donner des arguments si vous êtes pris dans un déjeuner, dans un dîner, McKinsey n'a que 1% de l'ensemble de ce milliard. Hein, attention, c'est-à-dire que le truc est très éclaté. Il y a 20 000 cabinets, parce qu'il y a beaucoup de dépenses IT, donc de petits cabinets Exactement. De maintenance informatique. Il y a 20 000 cabinets qui sont concernés par l'ensemble de cette affaire. Et puis, il y a, en plus, se rajoute à ça, je pense, ça donne l'occasion à une partie des gens de prendre en revanche, je disais, sur Macron. Parce que est lié avec McKinsey, on sent bien l'influence. La mondialisation. Élite mondialisée, voilà. Technocratique, hors sol, etc. Plus les aéroports. L'aspect financier ou fiscal qui vient rajouter là-dessus la petite touche complète. On a tout là. On a tout pour que de rien, on fasse une polémique à 10 jours avant l'élection présidentielle. Clément, sur la polémique elle-même. Et puis je pense, pour compléter ce que dit Erwan, qu'ils n'avaient pas grand-chose pour attaquer Emmanuel Macron. Donc là, ils ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Donc de leur point de vue, quand même, ceux qui attaquent, c'est quand même, à quelques exceptions près, ils étaient quand même en très très mauvaise posture. Et voilà, ils ont une opportunité, une fenêtre politique pour attaquer Emmanuel Macron sur un sujet où en plus... Globalement, comme dans toute polémique, les gens vont pas aller trop regarder dans le détail. C'est assez facile d'attaquer et de faire des anathèmes sur ce type y compris, polémique. Moi je tiens à le dire quand même, y compris mes confrères. C'est-à-dire que là, j'ai remarqué en écoutant les interviews notamment, tu touches du doigt, ce qui est un sujet qui m'intéresse évidemment énormément, tu touches du doigt la méconnaissance fondamentale des journalistes généralistes, non pas tant de l'économie que du fonctionnement des entreprises, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'un compte d'exploitation, qu'un compte de résultat? Qu'est-ce que c'est qu'une transformation structurelle? Ils n'en savent rien, en fait, ou du moins pas grand-chose. Et donc, ils ont beaucoup de mal à affiner leur questionnement. Autant ils peuvent affiner leur questionnement sur les sujets d'identité nationale, enfin des choses comme ça. Autant là, j'ai remarqué, ils ont beaucoup de mal à affiner le questionnement. Et une détestation relative de l'argent, en disant que dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, c'est sale. Donc là, s'il y a quand même près d'1 milliard d'euros, ça peut pas être clean dans la tête de beaucoup de gens. Alors tout le monde, voilà. 1 milliard d'euros, y compris pour des... tu sais, les cabinets qui s'occupent de maintenance informatique, pour le coup, c'est une galaxie de PME qui sont alors au cœur des territoires et qui vont partout essayer, normalement, réparer les systèmes informatiques qui sont déficients. Moi, je vous rejoins tout à fait. Après, je pense que la réponse du gouvernement est qu'ils ont quand même pas été très bons. Ils ont été nuls. Et la conférence de presse d'hier est une catastrophe. Voilà. Et la réponse consiste à dire ils ont qu'à aller au pénal, qui rappelle, moi je trouve un peu, ils ont qu'à venir me chercher. Ouais, tu as raison. Je comprends, il a raison, mais c'était ne pas percevoir. Je pense qu'ils n'ont pas perçu le potentiel polémique qu'il y avait et qu'ils ont probablement pas été très bons dans la manière dont ils ont répondu à ça. Et ils laissent du coup les autres surfer, mais vraiment avec populisme aujourd'hui. Rajoutons quand même que ce qui, je crois, a déclenché l'espèce de deuxième vague autour de cette affaire qui prend une ampleur importante, c'est effectivement le sujet fiscal. Et là, oui, il y a un sujet. On est sur les frais de transfert. On verra. L'administration fiscale, visiblement, avait ouvert une enquête avant, d'ailleurs, les révélations autour de McKinsey. Et je vois ce pauvre Bruno Le Maire il a l'air désarmé. Il dit, mais bon Dieu, c'est toute notre action, justement, vers l'impôt mondial minimum, vers la réduction de ces frais de transfert, etc., pour que les entreprises payent l'impôt là où elles font du chiffre d'affaires, enfin, où elles font du profit. Et donc même ça, en fait, il n'arrive pas à rattraper le truc, quoi. Pour être plutôt provocateur, je dirais que c'est au contraire une excellente pub pour McKinsey. Ça vaut qu'ils sont vraiment très bons, y compris en fiscal. Non, ils ont déconné. Mais non, ils utilisaient le droit. Moi, ça me choque pas. Très honnêtement, ça me choque pas. Justement, Erwan, si tu utilises le droit encore aujourd'hui, sans comprendre ça oui. qu'en sous-jacent,
tu vas te prendre Ça, un coup de règle sur les doigts, tu vois, voilà. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Non, mais ça, je suis C'était d'accord. quoi la après- phrase juridiquement raison, moralement tort, quoi. Enfin, j'en Oui, sais rien. c'est vrai, mais enfin, quand même, Ouais, quelque chose comme on ça. reste quand même dans un état de droit. Ce qui compte, c'est c'est le droit, c'est pas la morale publique, surtout dans les matières économiques. Si les mecs ont fait quelque chose qui est dans les clous, il y a les vrais ceux qui devraient se dire qu'ils sont merdés, c'est les législateurs. C'est qu'on mal conçu le droit. C'est pas les gens qui utilisent le droit à leur bénéfice. C'est en cours. C'est work in progress pour le Ouais, coup. voilà. Sans doute, Et McKinsey travaille-t-il d'ailleurs à conseiller ceux qui mettent en place, essayent de mettre en place l'impôt minimum mondial. Mais c'est work in progress. Non, ils ont déconné. Tu peux pas. Comme tu le dis toi-même, si tu travailles, la femme de César doit être irréprochable. Si tu travailles pour l'État, si tu travailles pour le chef de l'État, tu peux pas t'amuser à faire des trucs comme ça. Ils n'auraient pas dû payer zéro. Ils auraient dû au moins en laisser un peu. Ouais, putain, les frais de transfert à 2 balles, enfin c'est. Les marges que dégagent ces professions intellectuelles, en plus on les connaît, et c'est très très bien, ces gars sont des génies, c'est parfait, ils donnent de l'efficacité à l'ensemble des grandes entreprises. Mais non. Moi, il y a du, moi, Non, il y a du droit. raison, Il y a du droit. Quand je remplis ma fiche d'impôt, on me dit que j'ai le droit à avoir un certain nombre de déductions. Je ne vais pas me dire moralement qu'est-ce que vont en penser les gens. Si le droit est là, c'est que je l'utilise. Après, si d'autres après veulent payer à ma place, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve assez rationnel et sain que des gens qui ont un raisonnement économique ou qui gèrent des boîtes cherchent à maximiser Et moi, ce qui me surprend un peu, c'est quand même il y a beaucoup d'accusations dans cette campagne à l'égard du gouvernement de gens qui sont soit mis en examen, soit qui ont une enquête préliminaire du parquet, et par exemple pour les emplois fictifs au Parlement européen. Donc c'est quand même toujours un peu gênant, moi je trouve, quand on est soi-même dans le viseur et là de la justice, d'aller faire des reproches ensuite aux autres qui a priori ne le sont pas, en tout cas pas pour l'instant. Tu penses à Marine Le Pen, je ne sais plus où s'en est l'histoire. Mais il n'y avait pas que Marine Le Pen, que l'extrême Marine Le gauche Pen aussi. Sur l'histoire du Parlement Oui, européen. je rappelle quand même que même la France Insoumise, il y a eu des... On se souvient de la perquisition, c'est pas pour rien qu'il y a eu une perquisition du parquet dans les locaux de la France Insoumise et du domicile de son président. C'est moi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il hurle là, ce pauvre flic là. Il n'y a pas que Marine Le Pen, pas du tout. Donc, bon. Extraordinaire d'ailleurs, le type reste tel un Bobby devant Westminster, là, il ne bouge pas. Ok. Alors juste petite séquence inflation, puisque comme on a un peu de temps, j'ai vu ça. Je vais vous montrer 2 graphes. Le premier, c'est parce que j'avais pas pris. Enfin, je le savais, mais vous allez voir la charge de la dette. Et on se rappelle. Pour ceux qui l'avaient oublié, que l'agence France Trésor, depuis maintenant plusieurs années, voilà, donc ça c'est la charge de la dette, vous voyez que ça remonte. Alors, c'est pas lié, ça va être à un moment lié à une forme de remontée des taux d'intérêt, mais là c'est... Alors Clément, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, je crois que c'est à peu près 10% de la dette française, c'est ce que dit Denis Ferrand qui écrit ce tweet. 10% de la dette française est indexée sur l'inflation. Oui, moi j'avais en tête 12, mais oui, c'est à peu près ça. Ouais. Oui, des OATI, les obligations assimilables du Trésor, indexées sur l'inflation, donc c'est à risque, effectivement. Et là, ça nous rattrape. Oui, en même temps, c'est un volume relativement faible. Ouais. Soit 10 ou 12%, l'essentiel des adjudications de l'État se fait sans indexation sur l'inflation. Ouais. Donc. Et on va voir derrière donc le dernier des graphes que je vais vous montrer. Il était dans les Échos ce matin. Alors c'est impressionnant quand on le voit, mais en même temps on se dit bon, c'est quoi l'échelle? Non, c'est quand même. Donc ça, c'est les prévisions de Goldman Sachs sur l'inflation en zone euro. Et Goldman voit donc l'inflation en zone euro monter à 9% cet été, quoi. 9% au mois de juillet. Rester quand même bien élevé jusqu'à redescendre. Donc vous voyez la descente que vous voyez là, c'est janvier 2023. Voilà. Donc on se retrouve quand même. Donc 9% au mois de juillet. On est déjà pas loin des 10% en Espagne. 7,5% en Allemagne. Nous, grâce au quoi qu'il en coûte énergétique, on limite le truc à autour de 4-5%. Clément, c'est... Oui, alors, moi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est de dire... Enfin, c'est vraiment le décalage entre un certain nombre de prévisionnistes et la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas du tout sur, pour l'instant, cette prévision-là. C'est la première chose qui me vient à l'idée. Peut-être qu'elle y viendra, puisque Christine Lagarde a laissé sous-entendre effectivement qu'il y aurait peut-être des prévisions un peu plus pessimistes sur l'inflation. Deuxième remarque qui me vient, c'est que
moi, ça m'évoque immédiatement la grande hétérogénéité quand même de la zone euro, Ouais. avec toujours le même problème, une seule politique monétaire et des chocs asymétriques, y compris sur la convergence nominale qu'on croyait actée, une bonne fois pour toutes. Et ben, on se rend compte que non. Convergence nominale, traduis-moi convergence nominale. La convergence des niveaux d'inflation et des taux Voilà, d'intérêt, c'est ça. qui est le fondement même du traité de Maastricht. Cette idée que normalement, le traité de Maastricht est fait pour que les pays aient le même niveau d'inflation, close but below 2%, et le même niveau de taux d'intérêt réel par conséquent. Bon, on se rend compte effectivement que ça va pas du tout être le cas. Et À cause de l'énergie. Oui, et tu parlais à l'instant des obligations du Trésor indexées sur l'inflation. À partir du moment où on a un taux d'inflation différent, le taux d'intérêt lui-même devient différent. Le taux d'intérêt réel devient différent. Ah bah oui. Et ça peut créer quand même des grosses divergences, puisque le taux d'intérêt, il reste identique, le taux d'intérêt nominal, il reste identique, mais avec des pays qui ont 5-6 points d'écart d'inflation entre eux, ça crée des divergences de charges d'endettement qui sont différentes. Ça rend la situation de la Banque centrale européenne difficile. Difficile. Et voilà, moi, troisième chose qui me vient quand même à l'idée, c'est de dire, pendant des années, les économistes se sont plaints qu'il n'y avait pas assez d'inflation. Et la plupart des travaux, alors les plus récents, que ce soit Blanchard, Laurence Boll, etc., trouvaient que le cible d'inflation optimale, c'était 4 à 5%. Donc il y a une sorte de consensus sur 4 à 5% pour retrouver un arbitrage inflation-chômage à la Philips, etc. Et là, maintenant qu'on y est, peut-être même un peu plus, mais maintenant on y est à 4 ou 5%. On n'entend que des critiques, y compris parfois des économistes eux-mêmes. Je pense à Larry Summers aux États-Unis, qui s'inquiétait de l'inflation alors que c'est le premier à avoir théorisé. Mais oui, mais elle est à plus de 10% aux États-Unis. Oui, d'accord, mais c'est ce fameux dentifrice sorti du tube là. Mais ils s'en inquiétaient avant qu'elle soit à 10%. Ouais. C'était déjà il y a un an quand oh là là, il va être à 4-5. Bah oui, mais si on veut qu'elle soit à 4-5. Ouais, c'est ça. Et on peut même dire, et là je reprends, plus souvent de citer les mêmes économistes, mais Agnès Benassi-Kéré, qui disait quand même. Tout dépend de la manière dont on interprète l'inflation. Dans les traités européens, l'inflation, alors le 2% n'est pas du tout officiel, c'est une interprétation du traité. Et par ailleurs, si c'est un chiffre de moyen terme, on peut très bien dire on a eu des années à zéro, là on va avoir des années plus élevées, et la moyenne sur 10 ans sera à peu près respectée à 3 ou 4% près. Voilà. Oui, sauf que c'est pas du tout comme ça que les Allemands voient le truc. Ah non, les Allemands ne voient pas comme ça. Mais les Allemands, ils ont une vision très singulière de l'inflation. En tout cas, c'est la leur. Bien sûr. Ils mettent une pression de malade sur la Banque Centrale Européenne pour que elle resserre. Mais ça fait des années qu'ils mettent une pression de malade, comme tu dis. Mais là, particulièrement forte. Mais de toute façon, les pauvres Allemands, moi, je dis toujours à mes étudiants, les pauvres Allemands quand même, ils ont signé Maastricht. Souvenez, il y avait un mot de Mitterrand, qui dans les mémoires que certains ont fait de lui, les biographies que certains ont fait de lui, qui disait le traité de Maastricht, on va réussir à clouer les mains des Allemands sur la table. Parce que ça sous-entendu, on va dire oui à tout ce qu'ils veulent et on va rien respecter après et ils pourront pas sortir de la zone euro. C'est un peu ce qui s'est passé parce que finalement, dans les critères de Maastricht, combien sont respectés ? Zéro. La dette, pas respecté, le déficit pas respecté, la convergence nominale, enfin le taux d'inflation faible, finalement pas respecté, la non-monétisation de la dette, en fait elle n'est pas vraiment respectée non plus, la solvabilité budgétaire, le fait de pouvoir prêter d'État en État, finalement on peut quand même le faire, on l'a vu avec la crise de la dette grecque, même si on sort des traités ponctuellement. Finalement, il ne reste plus grand-chose du traité de Maastricht. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand j'entends certains philosophes comme Michel Onfray dire « j'avais raison sur les présidents maastrichtiens ». Mais enfin, Maastricht, il n'y a rien qui est respecté dans le traité de Maastricht. Sur les 5 critères de convergence, il n'y en a aucun qui est respecté. Alors franchement, le pauvre traité de Maastricht, et puis d'ailleurs les autres, le TSCG, le PSC, enfin voilà. La dette, c'est 60%, on est à 120 quand même. Oui. C'est pas un tout petit peu pas respecté qu'on n'est pas sur la ligne jaune. Là, et le déficit, c'est 3, mais c'est plus que ça. C'est toujours un peu technocratique, Maastricht, mais c'est plus que 3. C'est 3 et on réduit d'un 20e par an. C'est des trucs et ce n'est pas respecté. Erwan, comment tu regardes ça ? Moi, j'ai certainement pas la compétence économique de Clément. Ah mais c'est pour ça qu'il est là, vous êtes complémentaires, mon cher. Non, mais moi, ce que je regarde et ce sur quoi je m'interroge, c'est savoir quelles vont être les conséquences politiques et sociales de cette inflation. Parce que je rappelle que pour ceux qui ici circulent en voiture, le plein d'essence, c'est une fortune. Que les prix alimentaires commencent à croître, que la guerre en Ukraine n'aide rien en la matière, et que on a eu les gilets jaunes pour des questions d'inflation du prix de l'essence, et que là on a l'énergie, l'alimentation. Oui, mais c'est pour ça que là on est. Alors les calculs sont compliqués à faire, mais moi celui que je fais et je me donne de la crédibilité, on est à pas loin de 40 milliards. En fait, on est à pas loin de 40 milliards. Avec
qui sont lâchés sur bouclier électricité, bouclier sur le gaz, remise sur l'essence, et il faudrait rajouter presque le pognon que donne Total, parce que Total fait quand même des remises aujourd'hui, si tu vas faire le plein dans leur... Enfin voilà, donc c'est pour ça justement qu'on essaye de limiter la casse. Exactement. Mais ça, vraiment, c'est une question, parce que je n'ai pas les compétences pour répondre. Ça tient combien de temps? Tu vois, on peut tenir combien de temps en déversant énormément d'argent avec des gens qui payent? C'est calibré pour tenir jusqu'en juillet. Mais au moment où, si je reprends Goldman, le pic d'inflation sera au sommet, donc il faudra en remettre encore. Quand on discute avec des spécialistes de l'opinion, des gens y compris du côté dans la police, etc., ils te disent qu'il y a une tension sociale qui est extraordinairement forte, et y compris des soutiens du président disent que le mandat qui vient, s'il est réélu, va être extraordinairement difficile socialement. Tu rajoutes à ça l'inflation. Moi, vraiment, je regarde ça avec inquiet, mais sans avoir les éléments de réponse, que c'est pas dans mes compétences, mais inquiet pour me dire comment est-ce qu'on peut tenir longtemps cette équation de tension sociale sur laquelle vient s'ajouter l'inflation, compensé en partie par la dépense publique, alors qu'on a par ailleurs des enjeux. Certes, on ne respecte pas Maastricht, mais on a des enjeux de finances publiques qui ne sont pas moindres quand même. Le déficit, la dette, la gestion de l'État. Juste pour donner un ordre de grandeur quand même, parce qu'il n'est pas perçu. Le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte Covid. On a mis énormément de choses dans le quoi qu'il en coûte Covid. On y met les garanties pour les prêts bancaires, etc. Quand tu regardes la dépense budgétaire nette de l'État sur l'année 2020, c'est 49 milliards d'euros. On n'est pas très très loin de refaire, là, pour cette bosse d'inflation, ce qu'a coûté le quoi qu'il en coûte. Alors c'est sur 2 années, 49 milliards 2020, 49 milliards 2021, mais on n'est pas très très loin d'une année en fait de chômage partiel et l'ensemble de ce qui a été mis en place de dons aux entreprises, voilà, on va le dire comme ça. C'est très impressionnant. Non, mais ça te donne... C'est très impressionnant, dans un contexte où la Banque Centrale Européenne ne peut plus ou va avoir beaucoup de mal à remettre en place un programme d'achat d'actifs pour rendre tout cela possible et faire redescendre les taux d'intérêt. Oui, d'une certaine déjà, la vraie question, même avant le quantitative easing, c'est le taux d'intérêt directeur. Pour l'instant, il est toujours à 0 depuis mars 2016. La Réserve fédérale l'a augmenté un tout petit peu, Mais quand même, la principale contrainte, il ne faut pas qu'on l'oublie, et c'est la raison pour laquelle quand même les banques centraux sont très prudents sur les hausses de taux d'intérêt, c'est le risque de crise financière. On sait tous la relation inverse qu'il y a entre le taux d'intérêt et le prix d'une obligation. Donc si vous remontez le taux d'intérêt, vous faites effondrer le prix des obligations, vous créez une bulle obligataire, et une bulle obligataire qui est gigantesque. Ce serait la plus grande crise financière que personne n'ait jamais connue, parce qu'on a acheté tellement d'obligations avec la monnaie qui a été créée ou avec la base monétaire qui a été attribuée aux banques, sur des obligations publiques ou privées d'ailleurs, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une crise financière qui serait liée cette fois-ci non plus à une crise immobilière, mais à une crise obligataire. Donc, à cause de ce lien inverse entre le taux d'intérêt et le prix des obligations, on ne peut pas trop le remonter. Et les banquiers centraux, avant qu'il y ait cet épisode d'inflation, disaient on le remontera très peu sur 10-15 ans. Voilà. Donc, de toute façon... Ils sont coincés, ils ne pourront jamais le remonter. Même s'il y a un énorme pic d'inflation, ils ne pourront pas le remonter comme ça s'est fait pour la Fed en 2006-2007. Ça, c'est plus possible à cause des émissions d'obligations. C'est très clair. J'allais juste dire que là, tout de tout de suite, je suis moins inquiet. Tu vois. C'est en plus là. Mais non, il faut ajouter... Parce que ça, il y a l'instabilité financière qui est derrière. Parce que j'aime bien, tu expliques parfaitement les choses. C'est une inflation liée à l'énergie. La politique monétaire, c'est pas une inflation liée à un surplus d'activité que la politique monétaire viendrait calmer. Non. Tu remontes les taux d'intérêt, ça ne changera rien au cours du gaz. Non, c'est ça en plus le truc, quoi. Oui, c'est une sorte de... Et néanmoins, les Allemands vont vouloir que... Bon. Oui, mais les Allemands, ils sont plus tellement écoutés. À la BCE, les pauvres, c'est ça. Ta démonstration sur Maastricht est très intéressante. On marque une pause, les gars.